C'est bon. Donc, lors de précédentes journées d'études vosgiennes à Châtenois, Neufchâteau, Mirecourt et Bugnéville, j'ai présenté ces monuments emblématiques de notre région que sont les croix monumentales. Pour les journées d'études vosgiennes de Parny-Lifol, j'ai donc accepté de parler des croix du secteur étudié, tout en sachant qu'elles n'ont pas la même ancienneté et donc le même intérêt que les croix présentées lors des journées que je viens de mentionner. Ici, la carte donc de l'avant-côte, on va dire, de Meuse, avec ce qu'on pourrait appeler donc le pays de Bourg-les-Monts. Alors vous voyez sur la carte les villages qui ont chacun une croix dont je vais vous parler maintenant. Donc la plupart des croix d'ici sont du XVIIe siècle. On ne saurait négliger leur importance pour la vie des paroisses, elles qui jalonnent les chemins du sacré chers à Philippe Martin, mais elles n'ont plus la richesse du décor des croix du XVIe. Par exemple, ici, devant vous, les deux croix de Parny, donc de 1619, et de Frebécourt, qui est au chevet de l'église de Frebécourt, dont seule la sommité, alors, un tout petite seconde, je pense que je vais y arriver, voilà. Donc, je rappelle pour ceux qui ne les connaîtraient pas, mais je pense que vous avez bientôt maintenant l'habitude, donc il y a en gros trois parties dans une croix. Vous avez donc le socle, le fût et la sommité, donc ce qui est au-dessus. Voilà. Donc, dans ces deux croix, bien sûr, il n'y a que la sommité, si vous voulez, qui est historiée, qui a donc un décor. Voilà. Ici, vous avez donc une colonne, on va dire, une colonne de section cylindrique, et puis ici, vous avez donc une autre colonne qui est, elle aussi, on va dire cylindrique, mais qui est, vous le voyez, donc, comme on dit, galbée. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Voilà. Donc, la suite. Pardon, on est trop loin, là, c'est pas ça. Ah voilà, c'est ça. Donc, on approche maintenant donc de ces sommités des croix. Donc, vous avez ici, on retrouve donc le chapiteau, vous voyez, ionique, avec donc chaque fois, mais il est mis, on le voit ici, donc ce chapiteau, il est vu de profil. Et donc, il y a ici un petit élément tout simple là qu'on appelle un balustre et qui fait partie donc du vocabulaire traditionnel classique du décor de la Renaissance. Alors ici vous n'avez qu'un simple tore en haut donc du fût et par contre les sculptures sont dites très intéressantes par donc la grande dame donc qui parle toujours des croix dans le secteur, donc Madame Desmonck, dont vous avez tous entendu parler, je pense, et qui, elle, dit que ces deux croix, donc celle de Parny et celle de Frebécourt, sont dues à la même main. Alors, bien sûr, on pourra toujours dire qu'il y a des différences, mais vous avez là quand même donc deux croix dont la sommité, bien sûr, il n'y a que ça qui m'intéresse ici, est de section carrée, vous voyez, et dont s'échappe, si voilà, on a donc deux vierges qui sont au revers. Donc à l'avers, vous avez le Christ en croix, et au revers, vous avez deux vierges à l'enfant, et qui ont un grand manteau qui est presque une cape, on dirait, et curieusement, regardez celle de Frebécourt, là, qui est le prise un petit peu, ma photo est meilleure peut-être là que sur celle de Parny, on croirait qu'elles sont prêtes à s'envoler, si vous voulez, de la croix, ce qui donne quelque chose d'assez intéressant. Alors bien sûr, ces deux croix sont relativement simples, on va dire, et donc on ne peut pas vraiment dire que ce sont des croix aussi intéressantes, si vous voulez, que celles qu'on a pu voir par ailleurs. Alors, passons à la suivante. Alors ici, je continue mon défilé des croix. Nous sommes maintenant à Mont-les-Neufchâteau. Alors à Mont-les-Neufchâteau, on a comme les deux croix antérieures qu'on vient de voir, elle est aussi du XVIIe siècle. Mais il s'agit, vous voyez tout de suite, d'une croix qui est tout à fait d'un autre type.
Alors, bien sûr, la colonne, on a une colonne, si vous voulez, aussi de section circulaire, mais avec quelque chose de particulier qui est un enroulement. Donc, un enroulement, là vous voyez ici, cet enroulement, avec une chose bizarre au milieu, vous voyez, on voit que l'enroulement est, si vous voulez, interrompu. En fait, c'est tout simplement, on veut dire, un accident de reconstruction. Comme en 1793, vous savez qu'il y a eu nécessité d'enlever, on va dire, les croix de l'espace public. Et ensuite, une fois que l'épisode révolutionnaire a été terminé, on a remis en place les croix. Et visiblement, celui qui a remis en place cette croix a malencontreusement oublié de tourner un tant soit peu, si vous voulez, la partie qui est là, et finalement, ça interrompt le déroulement normal de cet enroulement. Voilà. Alors, donc, pour vous montrer, bien sûr, alors là, par contre, la sommité est postérieure. Hein, donc, où est la sommité de cette époque-là, on n'en sait rien, mais visiblement au XIXe, on a remis une sommité. Alors, pour vous montrer l'équivalent, si vous voulez, du XVIIe siècle, je vous montre la photo de celle de Wéville, qui est aussi du XVIIe, là, avec un enroulement, vous voyez, là, qui est tout à fait régulier et qui n'a pas... Par contre, la colonne ici est monolithe, d'accord? Alors que là, il y a 3 éléments pour fabriquer cette colonne. Voilà. Donc, on passe maintenant, nous continuons notre petit périple autour de ce pays, cette colline, on va dire, de Bourg-les-Monts, et on arrive à Fréville. Alors, la photo de gauche, je l'ai empruntée là pour cette présentation à un site que je vous recommande tous, qui s'appelle clatic.fr. Donc je vous recommande, si vous avez l'occasion de voir sur ce site, vous aurez une vue absolument incroyable de tout ce qu'on peut voir d'intéressant dans le pays de Neufchâteau. Que ce soit les croix, les églises, intérieures, extérieures, etc. Tout est présent là. Et si en plus vous disposez de lunettes particulières, vous pourrez même voir ça donc en relief, ce qui est quand même extraordinaire. Donc à l'occasion, je vous recommande clatique.fr. Voilà. Donc, ceci, c'est un tout petit détail, mais voilà. Donc, à gauche, là, vous avez donc cette magnifique croix de Fréville, qui est une croix de l'époque Renaissance, avec, donc, vous voyez, un socle double. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc la base, si vous voulez, de ce fût, avec une sorte de corolle. On ne la voit pas très, hélas, la photo n'est pas très bonne. Là, on ne le voit pas trop bien, là, mais le fût, si vous voulez, semble sortir de cette corolle. Et là, la petite statue de Saint-Pierre, puisque cette croix s'appelle croix Saint-Pierre. En haut, c'est la partie la plus intéressante, c'est la sommité de cette croix. Alors, donc, oui, nous avons ici, regardez ce chapiteau qui n'est pas, il est un petit peu simplifié, et il n'est pas vraiment d'un ordre particulier. Et puis, quand on arrive en haut, donc pour cette sommité, on a affaire, là, visiblement, à le choix du sculpteur de l'époque a été de retrouver un petit peu ce qu'on trouve dans les quadrilobes de l'époque flamboyante. Je vous ai montré, je vous ai mis ici, j'aurais dû le mettre en dessous, c'est celui donc de Beaufremont. Voilà. Là, alors vous voyez autour le Christ, la tête et le corps du Christ, vous voyez, sont entourés par un ensemble de 4, si vous voulez, 4 lobes. Voilà. Donc, à l'époque où cette croix de Fréville a été faite, bien sûr, l'idée était de reproduire un petit peu, si vous voulez, ce qui était ici. Mais on a utilisé à ce moment-là des éléments, on va dire, de style qui sont d'une autre époque. Donc, encore une fois, de la Renaissance. Alors là, vous avez cette croix à balustre, dont je vous ai montré déjà tout à l'heure. Et puis, ici, tout autour, regardez bien, là, vous avez des volutes. Voilà, des volutes doubles. Alors, vous voyez, des volutes doubles qui sont par paire, sont
tout autour et forme finalement, grosso modo, l'équivalent de ce qu'on a là de l'époque gothique. Voilà, nous en arrivons maintenant à la pièce, je dirais, maîtresse de la présentation. Nous sommes toujours donc, autour donc, du pays de Bourg-les-Monts. Nous sommes toujours au XVIIe siècle, vous voyez, mais là, nous avons affaire à un monument qui est quand même tout à fait différent. Alors, la croix de l'Éphole, si vous voulez, est classée. Elle a été classée en 1909. Et dans l'arrêté de classement, elle est intitulée « Croix de sépulture 1666 ». Alors, ce terme de croix de sépulture est tout à fait curieux, et en fin de compte, on le retrouve à peu près nulle part, ce qui veut dire que, finalement, en réalité, la croix, on va dire, c'est une sommité de croix, bien sûr, hein, vous voyez, une sommité de croix, qui est finalement placée sur une stèle funéraire. Et la stèle funéraire, elle date de 1838. En effet, on peut lire là, c'est pas lisible ici, parce que les croix dans l'ensemble sont assez moussues et c'est pas toujours facile de lire les inscriptions qu'elles portent. Alors, c'est marqué là, vous pouvez me croire, je l'ai lu. Ici repose Monsieur Gérardin, décédé le 2 avril de l'an 1838, et je pense qu'on peut penser, qu'on peut tous croire que cette sommité appartient donc à une croix qui a connu, si vous voulez, une autre destinée auparavant et dont on ignore tout. Donc associée en 1838 à une stèle funéraire, elle est devenue croix de sépulture. Nous avons ici aussi, là, cette inscription qu'on voit mieux ici, 14... Je sais pas, c'est bien marqué 14, oui, non, 4, pardon, 4, le 4 mars 1666. Là aussi, c'est une inscription curieuse, je veux dire. Quand on a toutes les autres croix que l'on peut rencontrer, il y a très souvent un millésime qui indique l'année où a été, on va dire, sculptée et mise en place la croix. Et ici, quand on voit donc cette date, on pense plutôt soit à une mise en place, soit à une remise en place, soit à une inauguration, plus qu'à une date, on va dire, de création de la croix. Voilà. Le problème, c'est que, alors, Jacqueline Desmond, dont je vous ai parlé déjà, elle, dans son livre, donne sans justification une année de création qu'elle a marquée 1606. Alors, le gros problème, c'est que sa fiche de pré-inventaire, donc à l'inventaire à Nancy, a disparu. Et Jacqueline Desmond, qui est décédée, hélas, en 2017, ne pourra plus nous renseigner. Donc on en reste là, on peut simplement dire, vraisemblablement, on va dire, XVIIe siècle, un point, c'est tout ce qu'on peut ajouter. Alors, on continue, voilà. Donc, quand on voit... Ici, nous avons donc l'Avers, donc avec le Christ en croix. Quand on voit cela, on pense immédiatement on peut se dire, bon, ben c'est tout, il s'agit finalement d'une sommité de calvaire. Calvaire, je vous ai mis à côté une autre sommité du calvaire, mais du XVIe siècle, bien sûr, qui est celle de Dolincourt. Donc, le calvaire veut dire Christ en croix, encadré par, à sa droite, la Vierge, à sa gauche, Saint Jean l'Évangéliste. Si vous regardez ici cet ensemble, nous avons bien le Christ en croix, mais les personnages qui sont de chaque côté ne sont pas les personnages du calvaire. Donc, on peut dire et affirmer, il ne s'agit pas d'un calvaire, mais simplement d'une croix. Voilà. Donc, on ne peut pas l'appeler normalement calvaire. Alors, on va maintenant regarder un petit peu plus près. Voilà. Alors, donc, on garde, bien sûr, ça n'a pas changé. Alors, quels sont les personnages qui encadrent le Christ ici? Donc, vous avez là Saint François d'Assise et de l'autre côté, on a Saint Nicolas. Bon, on les reconnaît, c'est pas là, je pense que les statues en elles-mêmes sont assez facilement identifiables. Là, simplement, le monument a un petit peu souffert à un moment donné. Là, vous voyez, il manque un bras de François d'Assise et il manque la main
de Nicolas qui tenait certainement la crosse à l'origine. Alors, de l'autre côté, donc au revers, nous avons donc la Vierge à l'enfant qui tient dans la main droite. On ne le voit pas trop bien. Le problème, et c'est un problème d'éclairage, c'est pas facile de trouver le bon moment pour prendre la photo. Et en plus, comme je l'ai dit déjà, il y a beaucoup de mousse. C'est pas facile. Donc, vous pouvez regarder quand même, là, dans la main, la Vierge tient une grappe de raisin dans la main droite. De chaque côté, donc, nous avons deux personnages, là aussi. Donc, au dos, si vous voulez, de François d'Assise, vous avez Sainte Barbe, que vous reconnaissez facilement parce qu'il y a sa tour, on en reparlera tout à l'heure, et puis de l'autre côté, là, vous avez donc Sainte Catherine d'Alexandrie, qui est elle aussi, on va dire, fréquente. Alors, on la voit ici avec donc l'épée, et ici, on ne voit pas trop bien, mais il s'agit d'une roue, vous voyez, une roue qui a des pointes et qui est cassée. Il ne reste qu'une partie de la roue. Mais elle n'est pas cassée parce qu'il y a eu cassure, on va dire, avec le temps, mais simplement c'est dans la légende de Sainte Catherine, ça fait partie. Donc, ai-je besoin de vous rappeler les légendes des deux personnages? Je pense que vous le savez tous, que Sainte Barbe a été enfermée dans une tour par son père qui avait peur qu'elle devienne chrétienne, et donc comme il était absent, il l'a enfermée dans la tour en espérant que cette affaire-là serait réglée. Alors le problème, c'est que je vous montrerai tout à l'heure une autre photo où on voit beaucoup mieux le détail de la tour, mais en fin de compte, cette affaire, je peux vous dire tout de suite, n'a pas marché. Quand il est rentré, elle était devenue chrétienne, et ce qui lui voudra, d'ailleurs, je n'entre pas dans les détails, mais toute une suite, on va dire, de choses absolument horribles. Elle finira par mourir. Mais quand elle sera mise à mort par son père, la foudre tuera aussitôt, dans l'instant qui suit, le père. Donc, vous voyez. Alors, et chez Catherine, donc d'Alexandrie, même à peu près la même chose. Catherine vit, donc elle vivait donc à l'époque de la tétrarchie, c'est-à-dire donc il y a un des empereurs, donc un des tétrarques, finalement rêvait d'en faire sa femme. Elle a refusé et en plus elle voulait absolument rester donc vierge et consacrer sa vie donc au Christ. Le problème, bien entendu, c'est que l'empereur en question n'a pas voulu en rester là, et donc il l'a confronté à un grand nombre de docteurs philosophes qui devaient la persuader finalement qu'elle était dans l'erreur et qu'il fallait qu'elle revienne à l'amour, on va dire, des dieux traditionnels des Romains. Mais, bien entendu, elle était tellement intelligente et tellement versée en philosophie qu'elle ne s'est pas laissée convaincre. Ce qui ne plaira pas, bien entendu, à l'empereur en question, qui va la martyriser, bien sûr avec cette roue avec des pointes, mais malheureusement, si vous voulez, un miracle arrivera, la roue éclatera et donc elle s'en sortira. Résultat, comment ça se terminera? Par, bien entendu, vous avez compris, la mise à mort avec l'épée. Donc tout ça, bien entendu, tout ça, ce sont des légendes, que ce soit Barbe ou que ce soit Catherine, mais ce sont quand même de belles histoires. Donc voilà, c'est ce qui justifie leur présence sur ces monuments. Voilà. La suite. Voilà. Alors, donc, je reviens une seconde là sur cette tour. On a parlé de tour tout à l'heure, donc avec nos châteaux. Vous voyez que la tour de Sainte-Barbe vaut bien un petit peu vaut la comparaison. Alors, la brave Barbe était enfermée dans cette tour qui avait, donc, vous voyez, ces deux fenêtres géminées qui se trouvent au dernier étage. Remarquez que les étages sont bien marqués, là, vous voyez, par des bandeaux, donc c'est quand même déjà quelque chose de bien. La sculpture est très, très fine. Quand elle se retrouve là, dans cette tour, enfermée, elle a... Alors, je ne sais pas par quel moyen, est-ce qu'elle avait un portable ou une autre façon de communiquer avec l'extérieur, je ne peux pas vous dire. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle a fait
percé, pendant l'absence de son père, elle a fait percer une troisième fenêtre. Regardez bien la fenêtre, regardez la forme de sa fenêtre. Vous voyez, vous reconnaissez là quand même donc la croisée. Donc, vous voyez, donc voilà l'histoire fait que quand le père est rentré, il s'est retrouvé avec une tour à 3 fenêtres en l'honneur de la Sainte Trinité et en plus une croisée. Donc, ce n'est pas la peine que je vous dise ce qu'elle doit symboliser. Et à chaque étage, vous voyez, vous avez donc des jours à archère ou en archère. Voilà. Donc, regardez, je les ai fait ici un petit peu plus gros pour que tout le monde les voit bien. Dont on nous a parlé tout à l'heure, même si celle qu'on a vue tout à l'heure avait une petite autre forme. Voilà. Autre détail, on va dire, de la beauté et de la précision de ce travail de sculpture. Regardez un petit peu le Christ qui est longiligne et qui est vraiment qui est quelque chose, si on le compare, si vous voulez, à celui de Parny, vous voyez tout de suite la différence de style. Voilà. Nous avons donc là un ensemble de choses qui sont assez intéressantes. Bon, le programme finalement de cette croix de Liffol est assez classique. Les saints choisis sont très souvent représentés sur les croix. Sainte Barbe et sa tour, on la retrouve presque sur un grand nombre de croix. Sainte Catherine aussi. Par contre, alors Saint-Nicolas, j'en parlons pas. Saint-Nicolas, bien sûr, est très à l'honneur à l'heure actuelle dans un grand spectacle sur Neuchâteau. Donc, vous, si vous y allez, vous verrez, on vous racontera toute l'histoire et on vous expliquera de quelle mesure et pourquoi il est devenu le saint patron de la Lorraine après la fameuse bataille de Nancy. Voilà. Et puis, par contre, le dernier personnage, donc Saint François d'Assise, lui, par contre, on le voit très, très rarement sur les croix. J'en connais de moi 3 dans le secteur, c'est tout. Donc, c'est pas énorme, on va dire. Et ici, alors pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que nous sommes en pleine terre, si vous voulez, je dirais, franciscaine, avec, bien entendu, à côté d'ici, le célèbre couvent des Cordeliers de Neuchâteau. Les Cordeliers sont depuis 1261 à Neuchâteau. Donc, vous voyez, on est en pleine terre franciscaine. Bien sûr, il ne faut pas... Les gens de Liffol diraient, oui, mais vous oubliez les Récollets, mais les Récollets ne sont arrivés que bien plus tard. La croix était déjà là depuis longtemps, puisqu'ils sont arrivés en 1708. Donc c'est grâce à Jeanne Labbé de Beaufremont, dont on nous a parlé donc, dans une autre présentation. Voilà, c'est elle qui a fait venir les Récollets ici à Liffol. Pour conclure, voilà. On ne peut pas parler, si vous voulez, des croix du pays de Bourg-les-Monts sans évoquer la curieuse croix qui trône au milieu des jardins du château de Bourg-les-Monts. Comme vous le voyez, là donc, une colonne, bien sûr, vous n'avez pas de sommité. Alors, est-ce vraiment une croix? Certainement, mais vous voyez, il reste peu de choses. Alors là, pareil que pour les autres, la mousse rend la lecture, on va dire, difficile. Alors il s'agit finalement d'une colonne couverte de bas-reliefs, peu lisibles, comme je viens de le dire. Par contre, on reconnaît quand même, si vous voyez là, on peut reconnaître, il s'agit de Sainte Anne, donc de l'éducation de la Vierge. Donc on a la Vierge debout, là vous avez Sainte Anne qui est assise. Et au-dessus, nous avons des armoiries qui sont les armoiries accolées des Torniels et des Châtelets. Alors, en fin de compte, on sait qu'il y a eu le mariage en 1590 d'Anne du Châtelet, d'Anne de Gerbévillers avec Charles de Torniel. Mais ni l'un ni l'autre n'ont finalement de rapport avec le château de Bourg-les-Monts. Alors, on pense vraisemblablement qu'il s'agit là plutôt d'un achat. Comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que le comte d'Alsace, donc le arrière-grand-oncle du comte actuel, et finalement a acheté un certain nombre de choses pour mettre dans son château, dans la chapelle aussi. Et là, ça peut peut-être expliquer la présence dans les jardins donc de cette croix. Pardon ? Non, pardon.
J'ai cru qu'il y avait une intervention quelque part. Écoutez, voilà, je vous remercie.